dehors du conflit israélo-arabe, d'autres conflits parcourent le Moyen-Orient. Ces conflits sont complexes parce qu'ils mélangent très souvent des problèmes au Moyen-Orient et des problèmes internationaux, particulièrement pendant l'époque de la guerre froide. Le premier des conflits étudiés est celui du canal de Suez, en fait de sa nationalisation. En 1956, le nouveau dirigeant égyptien, Gamal Abdel Nasser, veut développer son pays. Pour cela, il pense pouvoir faire construire un barrage au sud de l'Égypte, le barrage d'Aswan. Il demande les fonds au FMI et les États-Unis lui font comprendre que s'il veut des fonds du FMI, il faut qu'il participe à l'alliance de Bagdad, qui est une alliance américaine. Nasser refuse et se rend compte que les fonds dont il a besoin se trouvent dans son pays, au canal de Suez. En effet, ce canal de Suez, qui passe à travers l'Égypte, appartient à une société anglo-française et lorsque les navires passent par le canal de Suez, ils payent un droit de passage à cette compagnie. Il suffit donc de nationaliser le canal de Suez pour avoir les fonds nécessaires. C'est ce qu'il fait. Et deux conséquences en découlent. La première, c'est un conflit. Les Français et les Anglais réagissent et décident d'intervenir en Égypte, auquel s'ajoute l'armée israélienne. L'Égypte est attaquée sur 3 fronts et militairement est écrasée. Mais diplomatiquement, c'est Nasser qui va l'emporter. En effet, Nasser l'emporte parce que les deux grands veulent absolument l'alliance de l'Égypte, qui est le principal pays de la région. Donc, l'URSS menace la France et l'Angleterre s'ils ne rapatrient pas immédiatement leur armée, et les États-Unis ne soutiennent pas leurs alliés, ni les Français, ni les Anglais, ni les Israéliens. Donc, ces derniers sont obligés de partir, et le canal de Suez est définitivement nationalisé. Nasser devient le héros du monde arabe. Et ça va donner la seconde conséquence. Héros du monde arabe, il va essayer d'y diffuser son idéologie. Et son idéologie, c'est l'arabisme. L'arabisme, c'est la défense de la culture arabe, quelles que soient les religions qui la sous-tendent. Et cette culture arabe, cette civilisation arabe, il veut que son influence soit reconnue dans le monde et que les différents pays arabes s'unissent pour cela. Il va commencer en créant la République arabe unie avec la Syrie et avec le Yémen. Cette République arabe unie ne durera pas très longtemps, mais l'influence de l'arabisme continuera parce que le Parti Baas, qui est créé en Syrie et qui est créé en Irak, défend aussi cette idéologie de l'arabisme, et donc pendant les années 60 et début des années 70, l'arabisme sera une des idéologies de la région. L'arabisme crée des tensions internes au Moyen-Orient parce que cette idéologie plutôt laïque, plutôt socialiste, s'oppose à celle plus fondamentaliste, par exemple de l'Arabie saoudite. Les tensions sont donc toujours importantes au Moyen-Orient. Le second événement marquant de cette région, qui va être aussi source de conflits, va se passer en 1979. En effet, à cette époque, l'ayatollah Khomeini revient en Iran et une révolution va chasser l'empereur d'Iran, qu'on appelle le Shah d'Iran, qui lui était l'allié des Américains, et Khomeini va donc être mis au pouvoir. Or, l'ayatollah Khomeini va créer la première république islamiste. Il ne faut pas oublier que les Iraniens sont chiites et que donc cet islamisme est un islamisme chiite que, évidemment, Khomeini et la République islamiste d'Iran voudront répandre dans le reste du Moyen-Orient. Khomeini montre bien qu'il veut être indépendant lui aussi des deux grands. Pour lui, les États-Unis, c'est le grand Satan. Quant à l'URSS, c'est un pays athée, donc c'est un ennemi aussi. Et pour bien montrer qu'il est l'ennemi des États-Unis, ces Pasdaran, qui sont cette milice islamiste, va
enfermer les fonctionnaires de l'ambassade des États-Unis dans les locaux qui seront cernés et les fonctionnaires américains vont rester otages pendant un an sous le mandat de Carter, ce qui a été un affront extraordinaire. Donc, les deux grands sont repoussés, mais ça a un impact aussi très important localement. En effet, ce sont des chiites et l'ensemble des régions sunnites ne veut absolument pas que l'Iran puisse avoir un pouvoir, une influence supérieure à celle qu'il a jusque-là. Ce qui va provoquer la guerre Iran-Irak. L'Irak de Saddam Hussein va en profiter pour attaquer. Et l'Irak de Saddam Hussein va être soutenu par l'URSS, par les États-Unis, par l'Arabie saoudite, par l'ensemble des pays sunnites. Et il va attaquer donc l'Iran. La guerre va durer pendant 8 ans, de 80 à 88. C'est une guerre de position, une guerre sanglante où les villes seront bombardées, où l'on fera usage d'armes chimiques et où finalement les deux pays vont en sortir complètement exténués et sans qu'il y ait de vainqueur ni d'un côté ni de l'autre. Mais ça montre bien la volonté d'hégémonie dans la région et les conséquences que cela peut avoir sur la région, mais aussi sur l'ensemble du monde. Parce que l'islamisme va se répandre en dehors de l'Iran et que l'Iran va trouver des alliés au sud Liban, avec le Hezbollah, des alliés en Syrie, où le dirigeant est alaouite, et alaouite c'est aussi chiite. On voit la formation d'un bloc chiite soutenu par l'Iran. Encore actuellement, l'Iran est source de problèmes parce que il y a probablement la volonté de construire une arme atomique. On comprend cela parce que à côté il y a le Pakistan qui a l'arme atomique, de l'autre côté il y a Israël qui a l'arme atomique, l'Iran est l'ennemi des États-Unis, donc il veut se protéger, et d'un autre côté, la prolifération des armes atomiques dans cette région, déjà source de conflits et de tensions, est une chose extrêmement dangereuse. Donc, on voit qu'encore actuellement, il y a un problème iranien. Pour les Américains, le Moyen-Orient est une zone extrêmement importante parce que, en tant que producteurs de pétrole, ils sont le principal fournisseur des États-Unis. Pour sécuriser cet approvisionnement en pétrole, dès 1945, Roosevelt, qui était alors président, rencontre le prince Saoud qui dirige l'Arabie saoudite et il y a un accord qui d'un côté assure l'approvisionnement en pétrole des États-Unis contre une protection militaire pour l'Arabie saoudite vis-à-vis de ses voisins. Cette alliance est toujours valable et malgré l'islam très fondamentaliste et la participation de certains Saoudiens à des actes terroristes, les États-Unis sont toujours les alliés de l'Arabie saoudite. Le pétrole est aussi générateur de conflits. Le premier de ces conflits fut celui qu'on appelait la guerre du Golfe, c'est-à-dire la première guerre contre l'Irak en 1991, juste avant la chute de l'URSS. Les États-Unis veulent construire un nouvel ordre mondial et pour cela, ils veulent sécuriser les approvisionnements en pétrole. Saddam Hussein envahit le Koweït et les États-Unis prennent cela pour prétexte, demandent à l'ONU la possibilité d'intervenir militairement et effectivement, avec quelques alliés, ils interviennent en Irak. En très peu de temps, ils renversent l'armée irakienne. Mais George Bush, père, ne veut pas aller plus loin et ne cherche pas à renverser Saddam Hussein. Ce dernier reste donc en place et lorsque les États-Unis veulent le déstabiliser en poussant au sud les chiites et au nord les Kurdes à se soulever contre le régime central,
Saddam Hussein va réprimer dans le sang ces deux révoltes et les États-Unis ne soutiendront pas ces révoltes en question. Donc, un conflit pour le pétrole essentiellement. Le 11 septembre 2001 va être un tournant dans la politique extérieure américaine. En effet, pour la première fois, les États-Unis sont attaqués sur leur sol. Les deux tours jumelles du World Trade Center sont démolies par des avions dirigés par des terroristes. Et le président, George Bush fils, décide d'attaquer le terrorisme à sa source, c'est-à-dire, pense-t-il, en Afghanistan, car en Afghanistan, le gouvernement des talibans, qui est un gouvernement islamiste, soutient Al-Qaïda et laisse s'entraîner des terroristes sur son sol. Il est donc nécessaire pour les États-Unis d'abattre ce régime des talibans. Les États-Unis rentrent en guerre avec un certain nombre d'alliés, mais ils s'enlisent dans cette guerre et actuellement le président essaye d'extraire ses armées d'Afghanistan. Un conflit dur, complexe et qui n'a pas abattu le terrorisme, même si le chef d'Al-Qaïda, Ben Laden, a été tué. En 2003, de nouveau, les États-Unis entrent en guerre. Cette fois-ci, l'idée de Bush, c'est de faire ce qu'il appelle le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire de restructurer toute la région. Et le cœur de cette région étant l'Irak, il décide d'attaquer l'Irak. Il fait croire que l'Irak possède des armes de destruction massive, ce que le secrétaire d'État montre à l'ONU avec sa petite fiole montrant donc les soi-disant armes de destruction massive. L'armée américaine va attaquer, cette fois-ci sans l'accord de l'ONU, parce que plusieurs pays, dont la France, refusent cette guerre, et la France aurait pu y mettre son veto. Donc une guerre unilatérale sur de fausses déclarations et une guerre sanglante, encore une fois, dont il a été extrêmement difficile de s'extraire et qui laisse un pays aux proies à la guerre civile confessionnelle et au terrorisme. Actuellement, cette région est le centre de ce qu'on appelle les révolutions arabes qui ont commencé en Tunisie pour se poursuivre en Égypte et maintenant en Syrie. Ces révolutions arabes sont le fait des peuples qui veulent se dégager de la dictature de leurs dirigeants. Les dirigeants arabes ont été renversés en Tunisie et en Égypte. La guerre civile continue en Syrie. Les tensions sont toujours très fortes dans ces pays entre les dirigeants frères musulmans qui ont été élus tout à fait légalement et une partie de la population qui ne veut pas être dirigée par ces frères musulmans. Donc la complexité, la tension et les conflits ont toujours malheureusement lieu au Moyen-Orient.